Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux et honoré d'être là ce matin et je voudrais, pour commencer, remercier le professeur Douchi Udo qui a eu l'initiative qui m'a invité. J'ai choisi d'apporter un éclairage anthropologique à la question de la famille, de la crise de la famille, et je me situe donc délibérément en amont, d'une certaine façon, de la question, vous allez le voir, mais certainement pas à côté d'elle. Pour la raison simple que la crise de la famille est une crise anthropologique. Est-ce que c'est... Vous entendez assez ? Oui. Je proposerai donc une réflexion, un éclairage anthropologique, c'est-à-dire une réflexion sur la personne humaine à partir de la réalité de son incarnation, c'est-à-dire du corps, ce qui revient à envisager la personne humaine dans sa réalité propre, c'est-à-dire comme un sujet dont le corps est toujours, je reprends l'expression de Xavier Lacroix, le corps de l'esprit. Or, ce qui caractérise les idéologies de la déconstruction de la personne, idéologie bien évidemment qui se répercute sur la famille, ce qui caractérise ces idéologies, c'est précisément l'oubli du corps, l'oubli de la dimension signifiante du corps, de sa profondeur intrinsèque, le corps qui demeure, comme nous le rappelle la philosophe Michela Marzano, je cite, le signe de notre humanité et de notre subjectivité, d'où l'intérêt de réfléchir sur celui-ci lorsqu'on cherche à comprendre ce qu'est l'homme. Penser le corps en sa profondeur constitutive, c'est-à-dire en sa réalité signifiante, va nous permettre d'approcher la vérité de la personne humaine et par voie de conséquence, cette réflexion peut constituer une alternative face aux idéologies de la déconstruction qui traversent nos sociétés. Mon exposé comprendra deux volets, deux temps. Dans un premier temps, j'essaierai de montrer comment œuvrent ces idéologies de la déconstruction et en quoi elles s'attaquent à la personne à partir de l'attaque de sa réalité incarnée, de l'attaque du corps et de la négation de la dimension signifiante du corps et de sa profondeur. Dans un deuxième temps, j'essaierai de renverser cette situation pour montrer comment, par le biais d'une approche philosophique, il est possible de ne plus séparer la réflexion sur la dignité humaine et la prise en compte du corps, de la réalité incarnée, car le corps est porteur d'une signification objective compte tenu de sa profondeur. Je précise que le texte écrit de cette conférence comportera une troisième partie qui est une ouverture théologique et spirituelle, notamment par le biais de la théologie de Jean-Paul II, conformément d'ailleurs à l'identité de ce qui nous réunit. Voilà. Donc, du corps objectivé au corps objet, je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas mon corps. Donc, je rappelle, parce que ça peut vous paraître étrange d'entendre parler de la personne humaine à partir de sa réalité incarnée, alors que le propos initial est celui de la famille, mais précisément ce que je vais essayer de montrer, c'est que le corps, parce qu'il est porteur d'une signification objective, nous renseigne sur ce qu'est la personne humaine, et les idéologies auxquelles nous avons affaire aujourd'hui nient le corps, notamment dans sa signification liée à l'altérité sexuelle, en tant que celle-ci est la dimension naturellement fondatrice, bien sûr, de la famille et du mariage, de la filiation, on va le voir. Donc du corps objectivé au corps objet, je ne suis pas mon corps. Il est un fait que le propre de l'homme est de pouvoir objectiver son propre corps, de pouvoir se mettre à distance de son propre corps, et on va voir que cela peut avoir des conséquences bien évidemment négatives. À quoi cela est-il dû ? Tout simplement au pouvoir de la conscience humaine. L'homme est un être capable de penser le corps, de sorte que à la fois le corps est un corps sujet, un corps que je suis, et un corps objet, un corps que j'ai. Le rapport au corps est un rapport à la fois de possession ontologique, c'est-à-dire que le corps relève des conditions constitutives qui font que je suis non seulement une personne, mais cette personne-ci, et de plus, le corps, c'est ce dont je peux me distinguer. C'est un corps sujet et un corps objet. À quoi tient cette situation problématique ? Je l'ai dit, à la conscience humaine. Qu'est-ce qui caractérise la conscience humaine ?
Ce qui caractérise la conscience humaine, c'est une activité que l'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire le processus par lequel, et nous utilisons tous cette réflexivité, le processus par lequel nous passons de ce que nous sentons, de ce que nous ressentons, à ce que nous pensons. C'est-à-dire, nous objectivons ce que nous sentons pour en construire une représentation mentale, une idée. Penser, réfléchir, c'est objectiver le réel, le catégoriser, l'étiqueter, attribuer un nom aux choses afin d'ordonner le réel. Or, justement, si nous suivons le processus du développement de la conscience humaine, si nous suivons ce processus, nous remarquons qu'à partir du moment où un individu accède à la conscience de lui-même, il va se dissocier peu à peu de son milieu, sortir progressivement de ce que Freud appelait le sentiment océanique qu'il définit comme un rapport symbiotique avec la mère, de l'enfant et de la mère, et qui caractérise ce rapport symbiotique les premiers temps de la vie humaine. Sortie progressive qui conduit le sujet à se constituer comme un je séparé d'un tu, capable de s'auto-désigner, de parler de lui-même à la première personne, et de faire face à l'altérité du tu et à l'altérité du monde, monde qu'il objective et qu'il pense au moyen des catégories mentales que sont notamment les concepts. J'insisterai donc tout d'abord sur le fait que le sentiment d'identité, la conscience que j'ai d'être cet individu et pas un autre, est intimement lié à mon ouverture à l'altérité, car le je n'a de sens que dans son rapport au tu, à l'altérité de l'autre et du monde. C'est même cette altérité qui confirme chacun dans sa mêmeté, son ipséité, le fait de n'être que lui-même. Donc l'altérité de l'autre rehausse, on peut le dire, ma propre individualité. En même temps, j'aimerais insister sur le fait que le corps intervient dans la construction du sentiment de l'identité. C'est-à-dire que cette élaboration de la conscience identitaire ne se fait pas sans le corps. Nous savons en effet qu'un sujet prend conscience de lui-même, en tout cas le tout petit enfant d'abord, en prenant conscience des limites de son corps par l'exploration du corps et la manipulation des objets. Ces limites sont bien des limites réelles, parce que vécues à partir de la réalité du corps, qui constitue la frontière première entre l'individu et l'extériorité du monde. L'enfant va objectiver son corps par l'expérience sensorielle. Il va se saisir de l'extérieur, s'observant dans un miroir et faisant coïncider l'impression qu'il a de sensations internes avec l'image qu'il voit de lui-même. Et nous savons que c'est au moment où cette fusion se réalise que l'usage du jeu, l'emploi du jeu devient habituel dans le discours de l'enfant, qui marque, comme le rappelle Edmond Marc, la première et véritable émergence du sentiment d'identité. Donc l'élaboration du sentiment d'identité, si je résume tout ce que je viens de dire, cette construction de l'identité, elle se traduit par un travail de réflexivité, d'objectivation de soi, lequel travail ne fait pas l'économie du corps. Donc l'identité d'un individu s'édifie au croisement de la réalité incarnée, qui est la sienne, et de son ouverture à l'altérité. Il faut tenir les deux, la réalité incarnée, l'ouverture à l'altérité. Or, cette altérité, nous allons le voir, elle est déjà inscrite dans le corps. Donc l'être humain ne se contente pas simplement d'opérer par son corps, comme l'enfant qui joue avec son corps ou qui explore son corps et qui par là prend conscience de son individualité et de sa distinction d'avec l'extériorité du monde extérieur. L'homme ne se contente pas d'opérer par son corps, il opère aussi sur son corps. Il objective ce corps, se regardant comme à distance. Le philosophe Hegel, à cet égard, a été attentif aux pratiques très anciennes de l'humanité, comme l'incision des lèvres, des oreilles, le tatouage, autant d'indices que l'homme, dira Hegel, ne se contente pas de rester tel qu'il est. Mais le problème avec les idéologies auxquelles nous avons affaire aujourd'hui, c'est que le ne pas rester tel qu'il est va aller, bien sûr, très loin. L'homme ne se contente pas de rester tel qu'il est, il ne veut pas rester tel que la nature l'a fait, il travaille sur sa propre corporéité, donc sur lui-même, car le corps est une dimension constitutive de ce que je suis. Nous savons que cette capacité de l'homme qu'a l'homme de se distancier de son propre corps est le propre de
son humanité. En effet, l'homme n'est pas un être assujetti purement et simplement à sa matérialité biologique. Vous le savez, il peut faire jouer les impressions causées par le milieu, exemple différer l'acte de la nutrition. Il peut travailler sur ses propres instincts, sublimer le désir sexuel par exemple. Il peut même faire de son corps le support de revendications idéologiques, pensez à la grève de la faim. Tout ceci nous montre donc à quel point l'homme en tant qu'homme est capable de transcender l'animalité du corps humain qui le rattache aussi à la nature. Ce qui fera dire à Merleau-Ponty que le propre de l'homme est de détourner de leur sens les conduites vitales et de charger le corps d'une dimension symbolique. Donc on voit bien que si l'homme objective son corps, cela nous révèle qu'il est finalement un être marqué par une ambiguïté, une dualité. À la fois il dépend de la nature, nous sommes des êtres inscrits dans les mécanismes de la nature qui régissent le vivant, comme n'importe quel autre vivant, mais en même temps nous jouissons à l'égard de la nature d'une certaine indépendance, dira Kant, par rapport aux mécanismes de la nature. Et cette indépendance par rapport aux mécanismes de la nature est aussi le signe de ce que nous appelons la liberté. Car, comme le rappelle Edith Stein, je cite, « Un être libre a la possibilité de s'en dégager, c'est-à-dire, j'entends de son rapport à la nature, de voir au-delà de la sphère naturelle. Toutefois, et j'en viens aux idéologies qui vont nous intéresser dans ce premier volet, toutefois, cette situation qui est on ne peut plus normale, puisque cette situation est le propre de l'homme, est la conséquence de sa réflexivité, eh bien cette situation peut s'avérer problématique, comme on le voit à travers certaines positions contemporaines qui font du corps, justement, le vecteur de revendications radicales, et j'aimerais insister sur ce point, revendication de quoi dans ces idéologies? Revendication d'une autonomie comprise comme pure indépendance dans l'entière disposition de soi. Revendication de l'autonomie comprise comme pure indépendance dans l'entière disposition de soi. J'ai retenu deux formes idéologiques contemporaines dont on va voir qu'elles ont une conséquence directe sur la conception de ce qu'est la personne humaine, de ce qu'est le couple et puis la famille. L'art charnel, tout d'abord, dont vous avez sans doute entendu parler, professé aujourd'hui par une contemporaine qui s'appelle Orlan, qui s'intéresse justement au corps et à l'opération chirurgicale performance, au corps devenu lieu de débat public, au corps que l'on modifie pour en faire un lieu de débat public. Le corps est considéré, on verra que c'est très lié à la théorie du genre, le corps est considéré simplement comme un réseau de conditionnements sociaux, liés, je la cite, à l'entourage, au contexte et à l'idéologie dominante. Il s'agit donc de se réapproprier son corps, dit-elle, afin de désinscrire tous ces conditionnements à la manière, comme l'on déprogrammerait une machine, d'où cette phrase « ceci est mon corps, ceci est mon logiciel », dira-t-elle. Il s'agit, je la cite, de se réapproprier son corps en essayant de désinscrire ce qui est inscrit. « Ceci est mon corps, ceci est mon logiciel ». Pour montrer que tout est fabriqué par l'entourage, le contexte et l'idéologie. Mon propos est là. Écoutez bien, est-ce qu'on peut mettre de l'écart? Quel écart? Donc vous voyez toujours cette distanciation à l'égard du corps, sauf que là c'est une distanciation qui va s'avérer extrêmement problématique puisqu'elle va nier la dimension signifiante du corps. On va faire dire au corps ce que l'on a décidé de lui faire dire en demeurant complètement sourd et aveugle à sa dimension intrinsèque et constitutive. Est-ce qu'on peut mettre de l'écart? Quel écart? Comment peut-on inscrire quelque chose dans cet écart? J'ai envie de faire une œuvre allant jusqu'à l'attaque du corps, écrit-elle. Je suis pour les identités nomades, mutantes, mouvantes. On a toujours rêvé de se transformer, ajoute-t-elle, mais en superficie. Ce qui m'intéresse, c'est la mutation totale, d'où ma réflexion sur les manipulations génétiques. Je termine, accrochez-vous. Je me suis par ailleurs toujours intéressé à l'androgynéité. J'ai toujours dit que j'étais une homme et un femme. Fin de citation. Il ne faut pas minimiser, me semble-t-il, ces idéologies. Je peux vous dire qu'elles se diffusent, elles s'enseignent, y compris dans des lieux qui ont pignon sur rue, notamment la théorie du genre. Il faut savoir que la pignon sur rue est l'école normale supérieure à Paris. Enfin, il ne faut certainement pas minimiser ces idéologies, dont je suis persuadé qu'elles éclairent beaucoup la crise de la famille. Jusqu'à quelle heure je peux parler? À quelle heure j'ai commencé? Il vous reste un quart d'heure à 20 minutes. 20 minutes, donc jusqu'à l'écart, d'accord.
Le corps est ici un corps matériau, on le voit, un corps matériau remis à la volonté d'un sujet en mal de toute puissance qui fait dire au corps ce qu'il a décidé. Vous le voyez, le lien est direct entre cette pratique-là et l'idéologie du genre que je ne peux pas ne pas évoquer. L'idéologie du genre, vous le savez, désigne un courant idéologique contemporain né dans les années 60, caractérisé par la remise en cause de la liaison intime entre le donné biologique, le sexe, et le genre, masculin ou féminin, c'est-à-dire la manière dont l'individu s'approprie psychiquement son sexe. C'est Robert Stoll qui a distingué genre et sexe. Le sexe donné biologique, le genre, le masculin et le féminin, comme manière dont l'individu s'approprierait psychiquement son sexe. Cette théorie considère que la différence masculin-féminin, le genre, ne coïncide plus avec la différence mâle-femelle. Dans ces conditions, il n'y a aucune orientation sexuelle normative et plus radicalement, l'idée que le corps posséderait une vérité naturelle n'a plus de sens. Ainsi, la féministe canadienne Rebecca Cook, enseignante de droit à l'Université de Toronto, déclare « Les sexes ne se comptent plus au nombre de 2, mais de 5 ». Et que par conséquent, il ne faudrait plus parler d'hommes et de femmes, mais de femmes hétérosexuelles, de femmes homosexuelles, d'hommes hétérosexuels, d'hommes homosexuels et de bisexuels. Notez à ce sujet la distinction. Elle dit qu'il ne faudrait plus parler de sexe, sauf qu'elle ne parle pas de sexe ici, elle parle d'orientation sexuelle. Donc déjà, il y a une confusion. On en vient donc à considérer, selon cette théorie, que l'homme et la femme ne sont que des figures sociologiques, les identités de genre, masculin-féminin, se ramenant à des rôles socialement construits, on parlera de constructivisme, issus eux-mêmes, ces rôles, de conditionnement, qu'il s'agit précisément de remettre en cause au motif que ces constructions sociales cacheraient des rapports de pouvoir et de domination d'un sexe sur l'autre, en l'occurrence du sexe mâle sur le sexe femelle. Domination entérinée par le modèle du mariage monogamique. Vous le voyez, cette théorie est intimement liée à des mouvements de revendication féministes radicaux. La théoricienne Judith Butler, la théoricienne donc figure de proue de ce mouvement, conteste, ce faisant, la centration sur l'hétérosexualité comme une forme de violence sociale. De façon extrême, Alison Jagger, une philosophe de ce mouvement, acquise à cette cause, va jusqu'à déclarer, je cite, « Une fois que les catégories d'homosexualité et d'hétérosexualité seront abandonnées, accrochez-vous pour la suite, l'humanité pourra enfin revenir à sa sexualité naturelle, perverse et polymorphe. » Fin de citation. Tout ceci explique pourquoi les féministes du genre insistent sur la nécessité de déconstruire la famille, non seulement, comme le rappelle Oscar Almassora, non seulement parce que, selon eux, elle réduit la femme à l'esclavage, mais parce qu'elle conditionnerait socialement les enfants à accepter la famille, le mariage, la maternité comme quelque chose de naturel, ce qui est précisément ici contesté. Pour les défenseurs de cette cause, je cite, il est urgent de déconstruire non seulement la famille, mais aussi l'éducation. D'où ces propos tenus le 11 février 1995, ça remonte un petit peu loin, au Conseil de l'Europe, sur le thème Equality and Democracy, au Palais de l'Europe à Strasbourg, je cite « L'éducation est une stratégie importante pour changer les préjugés concernant les rôles de l'homme et de la femme dans la société. La perspective du genre doit être intégrée au programme scolaire. Les stéréotypes doivent être éliminés dans les textes scolaires. » Fin de citation. 95. La pensée queer représente une radicalisation de la théorie du genre dans la mesure où, sur la base de cette déconstruction du rapport sexe-genre, la pensée queer va encore plus loin puisqu'elle encourage une série de pratiques qui usent du corps comme d'un matériau, comme d'un lieu d'expérimentation, une sorte de laboratoire où l'individu va s'appliquer à déconstruire, y compris chimiquement, ce qu'une société lui aurait imposé. Vous avez aujourd'hui une représentante qui est la philosophe, elle se prénomme de cette façon, Béatrice Preciado, donc qui enseigne à Paris, qui se réclame de Derrida, et qui dit vouloir trahir ce que la société a voulu faire d'elle. Donc elle s'injecte depuis plusieurs années de la testostérone pour nier les conditionnements sociétaux sur son corps. Je cite, « Je ne prends pas de la testostérone pour me transformer en homme », on est ici dans les théories du transgenre en fait, mais pour trahir ce que la société a voulu faire de moi, écoutez bien, masculin et féminin ne signifie plus désormais une vérité anatomique, mais la possibilité de déconstruire chimiquement la différence. Fin de citation. Et de pousser cette déconstruction, de la pousser jusqu'à affirmer qu'il n'y a ni homme ni femme, ni hétérosexualité, ni homosexualité. Position, vous le savez, tout simplement relativiste, c'est-à-dire, comme Benoît XVI l'avait défini, qui nie tout pôle
normatif qui ne reconnaît rien comme définitif et qui donne comme unique mesure son propre ego et ses désirs. Bien évidemment, derrière tout cela, je l'ai dit en introduction, il y a une certaine conception de l'autonomie comme absolue disposition de soi. Être libre, c'est disposer absolument de soi, à commencer par la disposition de son propre corps. Cependant, ces projets-là me semblent conduire à une série d'impasses. J'en relèverai plusieurs. Tout d'abord, ces projets, vous l'avez entendu, je suis une homme et un femme, comme disait Orlan. Il n'y a ni hétérosexualité ni homosexualité, comme le disait Preciado. Première impasse, c'est la négation du principe de non-contradiction. C'est-à-dire qu'on abolit les différences fondamentales entre masculin et féminin, on s'autorise à affirmer que je suis ainsi et non ainsi, que mon sexe anatomique n'a rien à voir avec l'identité que je suis susceptible de revendiquer. C'est donc transgresser le principe de contradiction qui fonde pourtant l'exercice de la rationalité. Vous le savez, Aristote, qui avait défini ce principe, nous dit dans la métaphysique qu'il n'est pas possible que la même chose soit ainsi et non ainsi, c'est-à-dire qu'elle soit affirmée et niée avec vérité. Comme l'a montré Aristote, le refus de ce principe conduit à supprimer la discussion et le raisonnement. On ne peut plus rien dire, puisque je dis une chose, et au moment où je dis une chose, je dis le contraire de ce que je viens de dire, et je soutiens en même temps une chose et son contraire. Donc finalement, j'annule ce que je dis, ou du moins je prétends le soutenir, alors que c'est insoutenable rationnellement. On se trouve donc dans la situation de ne plus pouvoir convenir d'aucune définition. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? On ne peut plus convenir d'aucune définition. Or, comme le rappelle Aristote, je cite, « Ne pas signifier une chose unique, c'est ne rien signifier du tout. Si les noms ne signifient rien, on ruine tout échange de pensée entre les hommes, en vérité aussi avec soi-même, car on ne peut pas penser si on ne pense pas une chose unique. Si on le peut, un seul nom pourrait être assigné à cette chose. » Relativiser la différence objective des sexes de cette façon, jusqu'à l'abolir dans la confusion, ne va pas du tout de soi. En effet, si l'on se réfère aux travaux de Françoise Héritier, je m'appuie notamment sur son ouvrage « Masculin-féminin, la pensée de la différence ». Françoise Héritier nous dit que les oppositions créées par la raison humaine, que l'on retrouve dans toutes les cultures, les oppositions binaires, chaud, froid, sec, humide, haut, bas, inférieur, supérieur, clair, sombre, c'est cette façon duel de pensée forgée par la raison humaine doivent sans doute emprunter au réel quelque chose pour avoir pu se forger. Or, la thèse de Françoise Héritier est tout à fait cohérente, c'est de dire que ces oppositions créées par la raison humaine s'ordonnent sans doute à la polarité entre masculin et féminin. Pourquoi ? Elle remarque que la division du cosmos entre masculin et féminin est universelle et elle émet la thèse selon laquelle il est probable que l'origine des systèmes mentaux d'opposition dont je viens de parler est un fondement qui ne serait autre que le fondement biologique, dans la mesure où ce qui est donné à observer immédiatement de plus proche, c'est le corps, en tant que premier milieu dans lequel je suis plongé. Or, quel est le caractère ultime et le plus marquant du corps humain ? C'est la différence des sexes et le rôle différent des sexes dans la reproduction. Deuxième impasse, c'est le rapport entre nature et culture. Finalement, on n'y voit plus clair du tout puisqu'on est en train de confondre tout est culturel, c'est ce qu'affirme la théorie du genre. Donc, il n'y a plus de raison de distinguer nature et culture. On ne doit rien à la nature puisque la nature n'est elle-même qu'une caricature de la culture. Affirmer que les différences des sexes et les comportements qui en découlent sont arbitraires, comme le fait la théorie du genre, et que tout est culturel, c'est saper donc le rapport entre nature et culture. Certes, nous pouvons reconnaître, et il faut le reconnaître, que l'identité psychique d'un individu est travaillée par une culture. On ne peut pas le nier, bien évidemment. C'est-à-dire, selon la définition qu'en donne Margaret Mead, une culture, c'est l'ensemble des formes acquises de comportement d'un groupe d'individus unis par une tradition commune et transmise par éducation. Le corps, nous le savons, Marcel Mauss nous le rappelle, c'est le premier lieu où la main de l'adulte marque l'enfant, le premier espace où s'imposent, il est vrai, des limites sociales et psychologiques données à la conduite. Ce ne sont pas, dira Mauss, seulement les pleurs, mais toutes sortes d'expressions orales et des sentiments qui sont essentiellement non pas des phénomènes exclusivement physiologiques, mais des phénomènes sociaux marqués par le signe de l'obligation. Cependant, même si nous reconnaissons que le rapport que l'homme a à son corps est marqué par une culture, cependant, il ne s'agit pas pour autant d'éradiquer l'un des deux termes au profit de l'autre, de dire tout est culturel et on ne se réfère aucunement à la nature. Il s'agit plutôt, comme nous l'a montré Merleau-Ponty, de penser l'entrelacement de la nature et de la culture et de considérer que sur la base de la différence des sexes comme donnée de fait, une identité psychique sexuée certes s'élabore selon un processus où interviennent, il est vrai, des procédés rationnellement contrôlés en vue de l'apprentissage d'un rôle social, par exemple par le biais du jeu chez l'enfant.
il n'y a pas de problème à nier cela, mais pour autant, il faut maintenir le couple nature-culture. Pourquoi? Car comme le souligne Anna Barbara Geer-Falkowitz, l'idée selon laquelle l'être sexué est modelé par une culture, c'est ce que nous disent la théorie du gender, eh bien, pour soutenir que l'être sexué est modelé par une culture, il faut bien présupposer que quelque chose s'offre à cette mise en forme, donc qu'il y a bien au préalable un donné de départ. Je cite Geer-Falkowitz, l'être sexué est à cultiver, mais en tant que donné naturel. Sinon, qu'est-ce qui pourrait être formé? On ne peut former ou déformer que ce qui, au préalable, est un donné de départ. Par conséquent, il convient de dire que la construction identitaire n'est pas une réalité désincarnée. La vie humaine se révèle dans le corps, par le corps. Elle ne s'éprouve pas immatériellement en l'absence d'un corps. Et si, comme le rappelle Edmond Marc, dès l'accès à la parole, le jeune enfant est amené à se reconnaître garçon ou fille, c'est bien parce qu'il s'éprouve dans et par sa corporéité, laquelle est sexuée. Autre limite, bien évidemment, c'est que, et j'y reviendrai donc, je ne fais que l'indiquer, c'est que l'autre impasse, c'est de fragiliser, en fragilisant l'identité, de fragiliser la relation. Escamoter la différence des sexes, c'est compromettre le processus identitaire, condamner dès lors, et Orlan l'avoue, à rester mouvant, mutant. Ce sont les identités mouvantes et mutantes, ce qui est l'aveu le plus clair que compromettre le processus identitaire, c'est justement se condamner à la confusion. Nier la fonction structurante de l'ouverture au même et à l'autre, qui est déjà inscrite dans le corps, c'est fragiliser l'accès à la relation. L'expérience de la différence des sexes est fondatrice. Pourquoi ? Pourquoi l'expérience de la différence des sexes est fondatrice ? Parce qu'elle signifie à chacun que toute relation présuppose la reconnaissance réciproque d'une limite indépassable dont le corps sexué est la manifestation objective. Il me semble que ces idéologies contemporaines traduisent ce que j'appellerais une nouvelle forme de dualisme. Aujourd'hui, nous assistons à la montée d'une nouvelle forme de dualisme. Le corps dont nous parlent ces idéologies, au nom d'une certaine compréhension de l'autonomie, comprise comme absolue disposition de soi, ce corps finalement est un corps atomisé, un corps morcelé. C'est le corps que j'ai, le corps que je possède, le corps dont je dispose, mais c'est le corps qui est toujours à distance de la volonté par laquelle le sujet prétend s'affirmer. Ainsi assiste-t-on à un dualisme entre le corps d'un côté, la matérialité du corps, et la volonté qui prétend en disposer de l'autre. De sorte que, loin d'honorer le corps, ces idéologies attestent du surgissement d'un dualisme et d'un mépris du corps. Chez Platon, car on se réfère toujours à Platon ou à l'Antiquité pour parler du dualisme, chez Platon, il est vrai que nous trouvons une certaine dépréciation du corps, le corps comme sépulcre. Mais n'oublions pas, chez Platon comme chez Plotin, beaucoup plus tard, mais n'oublions pas que chez ces auteurs, l'expérience corporelle, sensorielle, l'expérience notamment de la beauté d'un corps, dira Platon, est supposée pouvoir ouvrir à ce qui transcende le corps, à l'idée de beau, à l'idéal de beauté. Or, dans ces idéologies, aucune transcendance. On est dans la pure et simple immanence et dans la plus pure horizontalité. Le dualisme contemporain est privé de toute transcendance. C'est un dualisme horizontal, un dualisme nihiliste, négateur, d'où mon titre, idéologie de la déconstruction. Il s'agit de disposer du corps comme d'un objet en s'affirmant comme sa propre origine et plus encore comme son propre fondement. D'où le refus de Dieu, bien évidemment, d'où l'athéisme, origine et fondement plus radicalement. Ces idéologies-là vont pousser beaucoup plus loin puisqu'il s'agira de voir à l'intérieur du corps. Il s'agira à ce point de pénétrer le corps qu'il faut voir à l'intérieur de lui et le considérer comme une machine. Nous sommes ici dans le totalitarisme de la monstration, du totalement visible, où les êtres sont dépossédés de toute profondeur. Je vous ai parlé de Orlan, elle pratique l'opération chirurgicale, donc elle se fait anesthésier et pendant qu'on la charcute, elle observe dans un miroir et elle dit, c'est le nouveau stade du miroir, je me vois jusqu'au tréfonds de mes entrailles. Donc c'est le refus de toute dimension sacrale de l'être humain, de toute transcendance et de tout mystère. Il faut épuiser la totalité de la compréhension de ce que je suis en ramenant ce que je suis, et notamment mon corps, à un matériau. Bon, là, je passe, vous le retrouverez dans l'écrit, j'essayais de montrer en fait que cette conception, ces pratiques actuelles sont peut-être la conséquence de la naissance de la science moderne avec Bacon et Descartes et de la façon dont l'homme a progressivement tenté de ramener le corps à un réseau de lois, à une forme de déterminisme de la nature.
Le corps dont on nous parle ici, en tout cas, ce n'est pas le corps réel, c'est toujours le corps fantasmé. Le corps toujours plus performant, le corps qui refuse justement les limites et les failles de la condition humaine. Benoît XVI disait à ce propos, les personnes deviennent ici des corps, les corps perdent leur âme, vous voyez, et deviennent des choses, des objets sans visage et interchangeables. Pourtant, j'en arrive à la deuxième partie, donc j'accélère un peu. Pourtant, la négation de la dimension signifiante du corps, la négation de la profondeur du corps est difficile à admettre pour peu que l'on se réfère à l'une des dimensions de la réalité humaine qui est celle du visage. Bon, j'en parlerai plus précisément à l'écrit puisque là j'ai peu le temps, mais vous savez que l'une des dimensions caractéristiques de la personne humaine sur laquelle les philosophes ont souvent insisté, je pense à Lévinas, c'est celle du visage. Or, nous le savons, et vous voyez à quelle idéologie je pense, au national-socialisme bien sûr, la négation souvent du visage est liée à la négation du nom, car le visage est la manifestation visible du nom, et le nom est l'expression de l'individualité. On peut dire que le visage, c'est l'expression charnelle de l'individualité de la personne et de sa profondeur. Or, justement, ces idéologies-là nient complètement le visage. Lévinas nous avait montré, le philosophe Emmanuel Lévinas montrait que s'affronter à un visage est une véritable épreuve. Soutenir un regard est une épreuve. Souvenez-vous que dans les camps de concentration, on ne pouvait pas regarder à hauteur de visage, car c'était affirmer sa propre humanité et s'adresser à une autre humanité. Lévinas nous dit que l'épreuve, la confrontation avec un visage est une épreuve. Pourquoi ? Parce que le visage est la partie du corps la plus exposée, la plus nue, la plus désarmée. Et en même temps, nous savons qu'en regardant un visage, ce que nous voyons ne se réduit ni aux poses que le visage prend, ni à la fonction sociale que ce visage assume. C'est-à-dire qu'avec le visage, à la confrontation au regard et au visage, nous confronte à quelque chose qui échappe à la prise conceptuelle. Ce n'est pas seulement la fonction, ce n'est pas seulement la pose. Le visage exposé, comme le dira le poète Philippe Malléode, est une sorte d'abîme entrouvert où l'on découvre à quel point la chair est proche de l'âme. Et nous touchons ici à une dimension de la profondeur et du mystère de la personne. Donc, comment répondre à ces idéologies de la déconstruction ? Il me semble que la solution, bien évidemment, c'est de revenir au corps comme consentement à la finitude, le corps marqué par les failles et les limites, accueillir notre humanité, comme le disait Jean Vanier. L'une des dimensions de notre réalité incarnée, c'est bien évidemment la réalité sexuée. Le corps est un corps sexué. Envisager le corps sexué, c'est quoi ? C'est se reconnaître porteur d'une limite essentielle. Et c'est cette limite aujourd'hui dont on ne veut plus entendre parler. Pourquoi le corps sexué est porteur d'une limite ? Car être sexué, c'est reconnaître que je ne suis pas ma propre origine. Le corps sexué m'indique que je suis séparé. Étymologiquement, sexe vient de sécarer, couper, séparer, fait que je suis séparé de l'origine génératrice de laquelle je dépends. En observant ma corporéité sexuée, n'ayant qu'un sexe, et pas les deux à la fois, je reconnais que je résulte d'une origine génératrice que je ne suis pas et de laquelle je suis séparé. Plus précisément, mon corps sexué me signifie objectivement que mon origine est duelle, que pour que j'advienne, il a bien fallu que deux différents se rencontrent, sans quoi je n'aurais jamais pu surgir. Que ce qui préside à ma conception, c'est la rencontre féconde de personnes sexuellement différenciées, et dans le meilleur des cas, bien sûr, cette rencontre était l'expression de la libre union des volontés dans l'amour. Par conséquent, la différence sexuelle elle-même n'est pas seulement une propriété anatomique, c'est pas du tout seulement une propriété anatomique, elle signifie la différence sexuelle qui est à mon origine, et en tant que telle, elle me rappelle que je ne suis pas ma propre origine. L'admettre, c'est reconnaître que la différence objective des sexes, en tant que vérité biologique, est le socle structurant sur lequel peut s'édifier le lien de la filiation, lui-même protégé par l'interdit de l'inceste. Remettre en cause cet état de fait, glisser de la parenté vers la parentalité, en substituant à cette réalité objective de l'altérité sexuelle la primauté subjective du désir amoureux, par exemple, sans craindre de désexualiser la conception, l'homme est réduit au rang de géniteur, ou d'instrumentaliser la gestation, la femme est réduite au rang de corps loué, conduit finalement à instituer un mensonge, lequel on prive l'enfant d'une structure d'altérité qu'est un couple. Une structure d'altérité qu'est un couple, à partir de laquelle il peut se recevoir comme fruit de la rencontre, de la différence indépassable des sexes.
Cela, bien évidemment, a des conséquences sociales considérables, dans la mesure où le tissu social se noue, comme le rappelle Olivier Boulnois, au croisement de la différence sexuelle et de la filiation, et que si l'on défait ce nœud, c'est l'ensemble du tissu qui se défait. Je cite, la complémentarité des sexes fonde le lien social, la relation homme-femme débouche sur la relation père-mère-enfant et constitue le premier lieu de socialisation symbolique et affectif. Premier lieu que l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît justement, je cite, comme l'élément naturel et fondamental de la société. Ça va il me reste... Je sens bien, professeur, que vous faites des efforts pour accélérer le début. Néanmoins, Duralex, Sedlex, il va falloir conclure. Très bien, donc le principe de réalité m'impose de conclure. Donc... D'accord. Donc, j'aimerais dire que la prise en compte de la corporéité et du corps sexué, ce n'est pas simplement la prise en compte de cette différence inscrite dans mon corps, qui n'est pas qu'une différence anatomique que je viens de l'expliquer, mais le renvoi à mon origine qui est duel. Je ne suis pas tout, je ne suis que la partie d'une rencontre. Le corps sexué, c'est aussi la confrontation avec la puissance de l'éros, la force sexuelle. Vous savez que les mythologies n'ont pas craint de parler de façon symbolique de cette force mystérieuse qui échappe à la complète maîtrise de la rationalité à travers la sacralisation du sexe. Et bien justement, cette puissance de l'éros, la philosophie, pas seulement les mythes, mais la philosophie aussi a essayé de la penser, à partir du corps penser cette charge mystérieuse, la force de l'éros, et notamment Platon qui, dans le banquet ou dans le Phèdre, s'intéresse au corps pour penser ce qui soulève le corps, c'est-à-dire cette puissance-là. Or justement, ce que nous montre Platon, c'est que l'éros n'est pas, comme on voudrait nous le faire croire, une pulsion aveugle. Il y a une logique intrinsèque de l'éros. Quelle est la nature de l'éros? Quelle est la nature du désir amoureux? Eh bien, désirer, aimer, c'est reconnaître que je ne suis pas tout. Platon disait ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà l'objet du désir et de l'amour. Nous n'aimerions pas si rien ne nous manquait. Si nous constituions à nous-mêmes un être absolument autosuffisant, nous n'aurions aucune raison de nous tourner vers ce que nous ne sommes pas. Ainsi, l'éros est à lui seul le signe que l'homme est en recherche d'une plénitude qui ne peut s'accomplir que sous le signe de la reconnaissance que c'est dans l'ouverture à l'altérité et donc à ce qui lui manque qu'il est ordonné et qu'il peut s'accomplir. L'engendrement lui-même, dira Platon, est le signe. Quand nous aimons, dit Platon, nous cherchons à nous compléter, à nous immortaliser par l'engendrement charnel. Mais cela veut dire quoi? Sachant que pour qu'il y ait engendrement charnel, il faut bien rencontre d'êtres sexuellement différenciés. Cela indique déjà que l'accomplissement visé par l'éros ne peut faire abstraction de l'altérité qui est son horizon indépassable. Alors là, je conclus puisque j'ai épuisé mon temps. De toute façon, vous retrouverez même un peu dépassé. Voilà, donc j'aurais aimé finir avec le sens de cette profondeur du corps vécu, avec un passage par la phénoménologie, mais ne le pouvant pas, je conclus en disant simplement que l'objet de mon propos était de montrer que le point commun des idéologies négatrices de la personne était leur aveuglement à la profondeur du corps humain, à sa dimension signifiante intrinsèque, et que l'incapacité de ces idéologies, dans laquelle ces idéologies se trouvent, d'envisager la corporéité comme la manifestation d'une intériorité, eh bien cette incapacité fait que ces idéologies, bien évidemment, s'attaquent par voie de conséquence à la famille, puisque le mariage et la famille constituent un lieu anthropologique fondateur, puisque le mariage comme la famille suppose la reconnaissance de l'altérité sexuelle entre un homme et une femme, dont la complémentarité est constitutive du lien de filiation et la cohésion du tissu social. Bon, je n'ai pas eu le temps de faire toutes les analyses, mais vous voyez que la simple écoute attentive du phénomène de la corporéité, de la réalité sexuée, de la force de l'éros, mais aussi de la profondeur du corps, j'allais parler aussi du phénomène de la pudeur, eh bien, l'attention portée au corps, il est impossible, si nous écoutons le corps, de faire comme si il n'était pas chargé d'une dimension signifiante qui nous empêche de lui faire dire ce que l'on veut ou n'importe quoi. Voilà, merci.